Philippe Godard de Montpellier et j'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Myriam Cazé-Brasseur de Grenoble. Voilà, donc je te laisse introduire peut-être Pierre Grégoire pour le premier topo. Voilà, donc Pierre Grégoire de Dijon va nous présenter l'effet de la ventilation mécanique sur le ventricule droit. Pierre Grégoire, je te laisse la parole. Ça marche. On m'entend ? Oui. Comme ça. Bonjour. Merci pour cette invitation. Et donc, je joue cette session sur finalement la ventilation mécanique le ventricule dans le poumon sain et le SDRA. Excusez-moi, moi je suis à l'ancienne. Voilà. Voici mes conflits d'intérêts. Et on va ouvrir cette session finalement en s'intéressant à ce ventricule droit par rapport à la ventilation, une chose qu'on a au quotidien. Et je pense que pour essayer de comprendre, il faut déjà avoir quelques notions par rapport au ventricule droit, par rapport au poumon et leur interaction, puisqu'on sait très bien qu'on a deux pompes, une sanguine, une pulmonaire, qui sont en interaction proche dans un thorax fermé. Le ventricule droit, c'est finalement une chose très intéressante dans le cœur et je pense un peu méconnue. Il faut bien comprendre qu'il va avoir pour objectif de maintenir un débit sanguin sur des larges plages de précharge et que pour ça, en fait, il va s'adapter en se dilatant avec des variations de volume et qu'il est dit post-charge dépendant. Et quand on analyse un ventricule droit, je pense qu'il faut aller sur la compréhension de l'étiologie et des mécanismes qui sont impliqués dans la dysfonction qu'on voit. Et je vous invite à regarder sur la droite. En fait, quand vous avez une augmentation de post-charge, le ventricule droit va répondre initialement par une dilatation pour maintenir, mais surtout une augmentation intrinsèque de son inotropisme pour pouvoir maintenir ce débit. Alors que quand vous avez une augmentation de précharge, une surcharge en volume, il va se dilater, mais vous n'allez pas avoir initialement d'augmentation de l'inotropisme. Et finalement, quand vous avez un défaut pur d'inotropisme, il ne se dilate pas forcément, mais vous avez une atteinte de l'inotropisme. Et donc, quand on va aller analyser un ventricule droit, il faut essayer de revenir et comprendre quelle est la cause et quels sont les mécanismes. Et ça, c'est intéressant parce que vous le regardez, nous, on fait de l'écho tous, et on fait du TAPS, du S, du longitudinal. Et quand on va aller voir en 3D l'analyse, vous avez plusieurs paramètres qui sont dans cette fonction globale, avec une fonction antéro-postérieure, longitudinale et de la contraction radiale. Et dans ce travail qui a été fait par des cardiologues, vous voyez, chez un patient sain, vous avez une contractilité globale autour de 60%, avec un équilibre des trois parts. Et puis finalement, vous voyez, sur une surcharge en pression, la contractilité globale baisse un peu, mais vous avez initialement une compensation longitudinale et une baisse de la contractilité radiale. Mais globalement, si on regarde en 3D, ça reste à peu près stable. Donc il y a des mécanismes d'adaptation, et ces mécanismes d'adaptation dans le ventricule droit, il faut pouvoir les saisir. Et peut-être qu'avec une écho 2D et des simples paramètres comme on fait tout le temps, on n'est pas optimal. Vous voyez, sur une surcharge en volume, vous avez une augmentation de la contractilité longitudinale, et sur une dysfonction inotropique, finalement, vous avez une compensation radiale. Donc voilà, c'est à mon sens assez important. Maintenant, on va parler du poumon. Et donc, l'idée du topo, c'est de parler du poumon sain et du SDRA. Et quand on regarde, ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous avez un poumon sain, bien compliant, avec une transmission des pressions, face à un poumon de SDRA ou de SDRA sur une pneumopathie, on ne va pas avoir les mêmes conséquences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y avait donc cette notion de SDRA avec le baby lung, le poumon, où dans ce travail ancien, mais Princeps, qui a montré que la perte d'aération était liée à la perte de volume et à la compliance pulmonaire. Et plus vous aviez de perte d'aération, et moins vous aviez de compliance pulmonaire et de volume. Et ce qui est très important, c'est que le SDRA, c'est un processus complexe, une atteinte de la membrane alvéolaire et de la vascularisation. Quand vous regardez sur ce schéma, vous avez en A une vascularisation normale du lit vasculaire pulmonaire, et en B, c'est un SDRA. Et donc, il y a une augmentation de post-charge. Vous avez une vascularisation qui est atteinte, et en plus, avec la ventilation et les traitements de réa, on va majorer cet effet de post-charge sur le VD dans le SDRA. Et ça, c'est à prendre en compte. Et donc, au final,
La ventilation du drap, c'est un challenge quotidien. Il y a des gens qui sont vachement plus spécialistes que moi et qui l'expliquent mieux. Mais il faut pouvoir ventiler un poumon en essayant de reventiler ces zones postérieures condensées, bien ouvrir les zones du milieu, sans trop à mettre de surdistension pour éviter ce qu'on voit en anatomopathologie, des lésions induites par la ventilation. Ces lésions étant des lésions dites liées au volume, donc on sait tous que maintenant, il faut baisser le volume courant d'un patient. Des lésions dites liées au atélectrauma, en rapport avec un barotrauma de la pression, puis des lésions plus générales, inflammatoires, biotrauma, qui, elles, sont évaluées au travers de paramètres comme la driving pressure ou le mechanical power qu'on va voir. Alors, je pense que c'est important pour des raisons qui sont liées à la façon dont maintenant on règle nos respirateurs et aux lésions induites par la ventilation. Il y a l'équation du mouvement respiratoire qu'on a appris, où la pression qui règne dans ce système est liée à l'élastance, à la part résistive et à la PEP. Et finalement, on a déduit l'équation de l'énergie mécanique appliquée au respiratoire. Et vous voyez, elle dépend de la fréquence respiratoire, de la part élastique, distension, de la part résistive, liée au mouvement des gaz, et de la pression respiratoire positive qui est appliquée aux poumons. Et on sait que cette énergie totale, elle est une norme entre 4, 7 et 12, et que quand on est dans des extrêmes, il y a de la lésion qui est induite. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on a un SDRA ou une pathologie pulmonaire, quand on regarde cette énergie, à énergie équivalente induite par les paramètres, il y a les mêmes dommages appliqués aux poumons. C'est-à-dire, vous avez un patient qui a un SDRA, vous allez diminuer le volume courant en disant je vais améliorer, optimiser ma driving pressure, mais comme il est hypercapnique, je vais mettre la fréquence à 30-35. Qu'est-ce qui se passe ? Fréquence, RR, vous l'avez 2 fois dans l'équation. Eh bien, l'énergie appliquée au poumon, elle est comment ? Elle est augmentée, voire maintenue. Donc vous dites, super, j'ai fait attention au baby long, au driving pressure, mais finalement, comme j'ai peur de l'hypercapnie, j'augmente la charge énergétique liée à la fréquence et au cycle. Donc, en termes de lésion générale au poumon, on n'est pas forcément mieux. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, de temps en temps, moi, à titre perso, je vois, et peut-être qu'il y a à prendre en compte, et on va voir. Donc maintenant, on va aller un peu plus profondément sur ces interactions, et comment prendre soin de ce ventricule droit. Premièrement, le volume. On sait tous, et on le voit, donc maintenant, tout le monde applique un volume courant faible. Qu'en est-il ? Il n'y a pas beaucoup de données. Quand on regarde dans ce travail, c'est un travail qui a été fait dans l'état de choc cardiogénique, c'est observationnel, sont des réanimations cardiologiques dans les pays nord-américains. Et vous voyez, c'est observationnel. Et donc, j'ai mis juste dans le ventricule droit, on a des volumes courants qui finalement sont autour de 7-8 millilitres kilo. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune association du volume courant qui soit élevé ou faible avec la mortalité. Je parle poumon sain, choc cardiogénique. On n'est pas dans un SDRA. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'être sur de la ventilation dite protective avec des petits volumes courants. Maintenant, ce qui en est de la PEP, ça, c'est le travail de l'équipe de Jardin qui a été dans le New England et qui est, à mon avis, un beau travail. Ils ont pris des patients en SDRA, 10, et ce qu'ils ont regardé, c'est l'impact de la pression respiratoire positive en la basculant de 0 à 30 sur le ventricule droit. Et ce que vous voyez, c'était l'échographie avant. Donc, c'est que quand vous augmentez cette pression respiratoire positive, vous augmentez les résistances vasculaires pulmonaires. C'est le petit schéma que vous avez en bas. 0, 5, 10, 15, 20. Vous voyez, elles augmentent. Il y a un plateau, puis elles réaugmentent par 2. Et le VD, il va s'adapter. On a une surcharge en pression. Qu'est-ce qu'il fait face à une surcharge en pression ? Je vous l'ai dit. Il va se dilater pour maintenir le débit. D'accord ? Puis comme il se dilate trop, vous avez un symptôme paradoxal. Et à un moment donné, il y a quand même un retentissement sur le débit cardiaque. Mais c'est un des premiers travaux qui a démontré ça, et il reste toujours d'actualité. Seulement, ça c'est notre travail. Cette adaptabilité à la post-charge,
elle dépend de l'état de la précharge. Donc, l'état de la précharge. Ça sont toujours des patients SDRA, c'est toujours une équipe française qui a travaillé dessus. Et ils ont regardé quel était l'impact de la précharge sur les résistances vasculaires pulmonaires et le débit cardiaque. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des patients, ils ont mesuré le débit cardiaque et des valeurs hémodynamiques et les résistances vasculaires pulmonaires à PEP 5 initial. Puis, ils sont allés optimiser la PEP pour l'augmenter et avoir les meilleurs paramètres d'optimisation de ventilation. Et ensuite, ils sont allés faire un lever de jambe pour mimer un remplissage vasculaire. Et ce que vous voyez déjà, c'est qu'en haut à gauche, effectivement, quand vous avez une PEP à 5, vous avez un certain débit cardiaque, un peu plus de 4 litres. Vous mettez une PEP optimale, donc vous augmentez la post-charge sur le ventricule droit, vous allez baisser le débit cardiaque, il se dilate, il s'adapte, finalement il y a un retentissement. Et puis finalement, vous faites un lever de jambe, vous augmentez la précharge, ils sont précharge dépendants, et donc il y a une réserve de précharge, vous réaugmentez le débit cardiaque. Et quand on regarde ce qui se passe sur le plan hémodynamique, finalement, c'était exprimé en termes de résistance vasculaire pulmonaire, donc la post-charge. Vous voyez que celle-ci, elle augmente avec la meilleure PEP, donc en augmentant la PEP, effectivement, c'est ce qu'ils avaient déjà démontré en 1981, mais qu'elle rediminue, parce que les patients sont précharge dépendants, en augmentant la précharge et donc le débit. Eh bien, la résistivité dans un tube dépend effectivement de ce qui rentre, de ce qui sort, et de la résistivité. Et surtout, c'est que vous allez améliorer la ventilation-perfusion du poumon. En fait, vous changez les zones de West et vous redistribuez. Donc, quand on interagit, on réfléchit sur ces interactions, il faut bien prendre en compte l'effet sur la post-charge, mais l'état de précharge de dépendance. Alors, ça, ce sont des patients de post-op de chirurgie cardiaque. Et on a regardé aussi ce que faisait cette PEP. Mais à la différence, c'est que les patients n'avaient pas de pathologie pulmonaire. Donc on est sur une bonne compliance. Et vous voyez, on va augmenter la PEP de 0, 5, 10, 15, et on va regarder ce qui se passe. Et bien là, quand le poumon, il y a une atteinte de la compliance, elle n'est pas hyper normale, mais ce n'est pas une compliance de SDRA, l'augmentation de PEP n'améliore pas la compliance du poumon. Vous voyez, elle baisse. Et par contre, vous augmentez la post-charge, qu'est-ce que vous observez? Que le patient va diminuer sa pression artérielle, que la pression artérielle moyenne diminue, que la PVC augmente et passe à 12. Et ce que vous voyez sur les indices longitudinaux du VD, TAPS en S, il n'y a pas tout à fait de modification, mais il manque un peu de puissance, vous avez une baisse, et surtout la veine cave se dilate et devient moins distensible. Et par contre, quand on regarde des paramètres congestifs abdominaux et quand on regarde le rapport SD des veines sus-hépatiques, vous passez dans un monde congestion. Donc à un moment donné, votre augmentation de post-charge chez ces patients, qui à la base n'étaient pas les plus précharge dépendants, va se traduire par une congestion veineuse abdominale, avec un retentissement sur la fonction inotropique VD. Pour revenir à la fréquence respiratoire, un travail ancien toujours de l'équipe de Jardin et de ses successeurs, mais que je trouve intéressant, c'est effectivement cette fameuse fréquence respiratoire, parce qu'on diminue le volume courant, mais maintenant ils sont tous à 25, 30 de fréquence respiratoire. Et donc, ils ont regardé quel était l'impact de la modification de la fréquence respiratoire sur la post-charge du VD au travers de paramètres un peu compliqués, mais qui sont le temps d'accélération de l'ITV pulmonaire et de l'éjection ITV pulmonaire, parce qu'on sait que c'est relié à l'impédance pulmonaire et donc à la post-charge du ventricule droit. Vous prenez un patient, donc c'était l'époque, hein, il était ventilé à 600 ml, fréquence à 15. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter la fréquence cardiaque et après ils vont diminuer la fréquence respiratoire, excusez-moi, à 30, donc ils la doublent, et ils vont diminuer le volume courant pour passer sur des volumes courants plus acceptables. Et ce que vous voyez, et c'est ce qu'ils disent, c'est là, c'est que en fait, quand vous augmentez la fréquence respiratoire, bon, bah, il diminue le volume courant, la PaO2 elle s'améliore un tout petit peu, la PaCO2 elle a un peu bougé, il y a des modifications des rapports anatomiques en ventilation, mais surtout, vous avez une modification de la post-charge du VD avec une augmentation de l'impédance, donc de la charge qui s'oppose à l'éjection pulmonaire. Vous avez une veine cave qui se dilate de manière et le débit qui chute. Donc effectivement, en fait, la fréquence respiratoire a un impact sur la post-charge et le fonctionnement du ventricule droit et finalement, in fine, le débit cardiaque et la pression de perfusion. Donc,
l'ultime dans le SDRA, c'est le cœur pulmonaire aigu. Quand on regarde, il y a ce travail français aussi, qui a réuni plus de 700 patients et qui a essayé de voir la prévalence. Alors, il y a la définition du cœur pulmonaire aigu, on peut en discuter. En tout cas, pour ces équipes, c'est une dilatation du ventricule droit, parce qu'il s'adapte à une augmentation de la post-charge, et un septum paradoxal. Donc, ils définissent par ratio. Et après, il y a des gens qui rajoutent la PV, super A8, super A10. Bon, voilà. Dans tous les cas, on voit que la prévalence est autour de 20% chez des patients en SDRA. Donc, presque un patient sur 4 va avoir un retentissement sur le ventricule droit des problématiques ventilatoires et de la pathologie pulmonaire. Et quand on regarde les causes, puisqu'il y a c'est l'infection pulmonaire, et ce que je vous avais montré sur la NAPAT au début, sur les lésions, c'est plus important, la driving pressure, la gravité du SDRA au travers du rapport P sur F et l'hypercapnie. Et puis, ils ont construit un score de risque qui vous permet d'évaluer cette incidence et cette probabilité. Maintenant, pour autre chose, le VD, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que des fois, on se pose la question, et on a des patients qui sont hypoxémiques avec un ventricule droit un peu dilaté, on se pose la question du foramen ovale et de la réouverture. Et donc, c'est pareil, encore un travail français, comme on est très actif, qui a regardé un peu cette incidence et qui a essayé de relier cela à la survenue d'un cœur pulmonaire aigu. Et alors, c'est assez intéressant, vous voyez, il y a plus de 200 patients, ils sont vraiment hypoxémiques avec un P sur F qui est bas, ils ont une ventilation protectrice avec une driving pressure quand même un peu plus élevée qu'un post-op, une PEP conséquente. Et donc, juste, quand vous regardez, c'est assez intéressant. Il y a cœur pulmonaire aigu, ils sont autour de 18%. Donc, c'est ce qu'on retrouvait dans les autres travaux français. Juste, le foramen ovale, c'est 10%. Et foramen ovale plus cœur pulmonaire aigu, c'est 4%. Et dans ce travail, en fait, il ne relie pas le foramen ovale à la survenue d'un cœur pulmonaire aigu dans le contexte d'un SDRA. D'accord ? C'est vraiment différent et ce sont des profils différents. Et quand on regarde 10 plus 4%, ça fait 14%, on est sur la prévalence peut-être de la population globale. Et donc, ils n'arrivent pas, au travers de ce travail, à montrer une association entre la survenue d'un cœur droit qui va se dilater avec une post-charge élevée, une pré-charge élevée, et la survenue d'un foramen ovale ou une réouverture. Donc, si on essaie d'intégrer un peu tout ça, notre problématique entre la ventilation et le ventricule droit, ça va être, je vous invite d'abord en haut à gauche, de comprendre quel va être l'effet sur la post-charge du VD, d'accord ? Donc, un effet post-charge qui va se dilater, au travers de la pathologie pulmonaire sous-jacente, sachant qu'un post-op de chirurgie versus un SDRA, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes conséquences. Ce qui va conditionner dessous, c'est la compliance pulmonaire, donc l'état du poumon. Comment est le ventricule droit initialement ? Est-ce qu'on est chez un patient qui a déjà une pathologie ou pas ? Est-ce qu'il y a des comorbidités ? Est-ce qu'il est dans le cas d'une pneumopathie et d'un sepsis ? Et quelle est la balance hydrique ? Si c'est un patient à qui on a passé 9 litres et qui est bien congestif sur un effet de surcharge volumique, il ne va pas avoir la même adaptabilité à cet excès de post-charge. Et donc, si on est dans une conformation pathologique où il est déjà un peu atteint, il y a une augmentation vraiment importante de post-charge, en plus il y a de l'hypercapnie, en plus il a été bien rempli, il va basculer sur une dilatation. Par augmentation de post-charge, par augmentation de volume. Comme il se dilate, il y a une unité qui apparaît. Avec la dilatation, la dysfonction droite, la surcharge volumique, il y a de la congestion. Comme il est dilaté et qu'il y a du bas débit, vous avez congestion, bas débit, hypotension. Vous avez la triade de la mauvaise perfusion tissulaire. Comme il est congestif avec des pressions ventriculaires élevées et qu'en plus il est hypotendu, la perfusion coronarienne, on est dans le cercle vicieux, est de mauvaise qualité, ce qui va encore altérer l'inotropisme. Et au final, vous avez un espèce de cercle vicieux par altération de la post-charge, de la pré-charge et de l'inotropisme qui vont amener à une dysfonction ventriculaire. Et alors, il est marqué que si cette précharge est très, très, très élevée, il y a une réouverture du FOP qui peut être envisagée, sachant que, je vous l'ai montré avant, le seul travail que j'ai trouvé ne trouve pas d'altération. Donc ça, c'est intégré. Une bonne solution, quand on a un patient qui a une problématique, c'est probablement le DV. Et le DV, pourquoi ? Parce que finalement, il va permettre
de rééquilibrer ce rapport ventilation-perfusion, ces zones de VOS, de diminuer la post-charge appliquée au ventricule droit et donc facilement, juste sur du soin du patient sans utiliser des médicaments incroyables, diminuer cette charge appliquée au ventricule droit. On améliore l'oxygénation, on diminue la post-charge, il y a moins de problèmes. Et c'est peut-être quelque chose à envisager puisque c'est une pratique courante maintenant dans nos réanimations, mais quand on regarde dans les traitements du cœur pulmonaire aigu, ça reste à mon avis quelque chose de vraiment efficace. Maintenant, que faire en pratique ? La question, c'est de savoir si j'ai une insuffisance cardiaque droite et si j'ai un poumon pathologique. Si j'ai un patient qui est sur du périopératoire sans SDRA, et SDRA pas sur un PF, la pathologie avec l'atteinte de la membrane alvéolaire, voilà. C'est pas parce qu'il y a un PF inférieur à 150 qu'on en SDRA. Dans ce cas, on reste sur des choses simples. On reste sur un volume courant autour de 7 ml/kg, une PEP qu'on va adapter en fonction de la driving pressure, une fréquence respiratoire qui n'est pas délirante, et on met la FiO2 la plus basse. C'est simple. S'il y a un SDRA, on applique les concepts du SDRA. C'est-à-dire qu'on va faire de la ventilation protectrice, on va titrer la PEP, on va essayer de maintenir une pression de plateau inférieure à 30, une driving pressure entre 13 et 15. La fréquence respi, on va essayer de maintenir une PaCO2 inférieure à 55, et puis la FiO2, on fera la plus basse. Donc on va faire de la ventilation protectrice. Et maintenant qu'on a le VD qui ne va pas, au milieu de tout ça, je pense qu'il faut le protéger. Et le protéger, c'est pas forcément s'il n'y a pas de SDRA, mais c'est essayer de jouer volume plus que PEP et FiO2 plus que PEP, tout en maintenant une pression de plateau plutôt basse. Alors moi j'ai marqué autour de 25-27. Quand on regarde la littérature, effectivement, ça a l'air d'être autour de ce cut-off par rapport au cœur pulmonaire aigu pour diminuer la post-charge du VD. Mais je ne suis pas certain qu'il faille diminuer au maximum le volume courant, augmenter au maximum la PEP, puisque finalement, on va avoir une mauvaise conformation sur le ventricule et augmenter la fréquence respi. Parce que finalement, on l'a bien vu, quand vous passez à une fréquence respi autour de 25-30, vous allez pas aider le ventricule droit parce que sa post-charge va augmenter. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est monitorer. Mais monitorer, c'est avoir des outils de monitorage hémodynamique pour mesurer le débit en continu et puis utiliser de l'échographie. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'il faut vraiment préserver le ventricule droit et jouer volume et FiO2 sur PEP, tout en essayant de maintenir quand même une pression de plateau basse. Voilà. Et ma conclusion, c'est que éviter de l'intuber. Merci. Merci Pierre-Grégoire Guinaud. J'invite ceux qui sont au fond debout. Il y a plein de sièges libres là devant. Ils vous sont tous offerts. Donc profitez-en. Est-ce qu'il y a des questions de physiologie ou pour Pierre-Grégoire? Profitez-en. Peut-être une première question. À un moment donné, dans le début de ta présentation, là, et je suis complètement d'accord, on a vu que sur les malades en SDRA, avec la PEP, on arrive même, si elle est bien titrée, à faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires. Tout dépend du profil. Et puis, bon, effectivement, il ne faut pas dépasser les objectifs parce qu'on voit qu'à la fin, finalement, quand le VD commence à affaiblir, la PEP peut être délétère, bien évidemment. Mais voilà, il faut surtout voir quel est le bénéfice, à mon avis, sur l'hémodynamique pulmonaire de la PEP. Donc la titration, elle doit se faire, tu vas commenter ce que je dis, mais peut-être pas seulement sur le résultat en oxygénation, mais aussi sur l'hémodynamique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour la compréhension, on a les équipes purement poumons, purement hémodynamiques, et il y a des équipes qui sont un peu entre les deux, et je pense que l'objectif, c'est pas que la PaO2, parce que effectivement, il y a un retentissement sur l'hémodynamique de tous ces paramètres. Et quand finalement on a une bonne PaO2 mais qu'il n'y a plus de débit et qu'on a dû mettre à fond de noradré, je ne pense pas que la perfusion tissulaire et la délivrance en oxygène soient optimales. Et je suis d'accord. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cet équilibre. Et des fois, savoir peut-être tolérer un bon, une ventilation dite non optimale par rapport
a une conséquence hémodynamique. Je ne sais pas Moi, ce qu'on pense. Oui, jamais. Merci beaucoup. C'était très intéressant, la physiologie poussée des interactions cœur-poumon. Et j'avais une question pour la place de l'ECMO. Du coup, quand tu as une défaillance VD rédhibitoire et que est-ce que d'abord, avant de mettre l'ECMO, vous monitorez les patients avec une swanne, par exemple, ou est-ce que vous gardez l'écho, et quand est-ce que vous passez le cap et voilà, et du coup, effectivement, mon autre question, c'est ECMO VV ou ECMO VA quand tu as une défaillance du VD. Ça, on peut discuter avec des gens. Il y a des gens experts. Je vois Cholet aussi, Bernard, quand même. Il faut m'aider. Alors, l'ECMO et le choc cardiogénique droit. Moi, j'avais essayé de voir, quand j'étais jeune, de l'impact de la VV parce que, sur le VD, qui est déjà dilaté, dans le cadre d'un SDRA, et parce que quand vous regardez bien, à la sortie du Pour qu'il puisse Micalil, s'asseoir, il y a des places devant. il y a quand même des pressions qui sont assez élevées, donc on fait une vraie surcharge en pression et en débit du VD, et je me disais, bon, le pauvre, il est déjà un peu fatigué, je ne suis pas sûr que ce soit la solution optimale. Est-ce que l'ECMO soigne le cœur pulmonaire aigu ? Je ne suis pas certain. Je pense que s'il est vraiment en état de choc cardiogénique, donc pour moi, il faut vraiment un retentissement en termes de débit. Avec un cœur pulmonaire, j'irai plus volontiers sur une VA, et j'irai sur une VA en axillaire, pas en fémoro-fémoral, parce qu'en fait, on n'aura pas de conflit de flux et on n'aura pas de problème d'oxygénation. Quitte à, dès que ça se lève, à rebasculer derrière sur une VV si on a vraiment un problème de compliance. Chez nous, c'est ce qu'on a fait, qu'on avait des gros, vrais cœurs pulmonaires aigus. Parce qu'il y a cœur, pour moi, il y a quoi ? Je suis pas là. Mais pour moi, il y a cœur pulmonaire aigu et cœur pulmonaire aigu. Le fait de voir un cœur pulmonaire aigu, même s'il y a un questionnement sur la mortalité imputée par le cœur pulmonaire aigu, c'est que ça traduit la gravité de la pathologie de la prise en charge. C'est juste une adaptabilité du ventricule droit à une augmentation de post-charge et peut-être à un patient qui est bien rempli. Ça traduit la gravité de la maladie. Il s'adapte. Pour s'adapter, il se dilate. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont plus d'expérience ou un avis un peu plus tranché. Un micro pour Bernard Cholet devant, s'il vous plaît. En tout cas, moi, si c'est associé à des vraies hypoxémies, hypercapnies, ouais, je sais pas. Je n'ai pas été convaincu. Il y a quand même un vrai bénéfice à attendre d'une ECMO véno-veineuse sur un SDRA qui retentit sur le ventricule droit, parce que si tu supprimes l'hypercapnie, tu vas lever une partie de la vasoconstriction artérielle pulmonaire qui gêne le VD. Si tu améliores l'oxygénation, tu vas améliorer le transport d'oxygène au VD, et peut-être que cette amélioration de perfusion va faire que sa fonction va s'améliorer. Mais c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas une garantie. Et donc, on peut toujours commencer comme ça en première approche, et puis rajouter une canule artérielle si ça ne suffit pas. Et donc avoir une VAV à la fin pour faire face à la fois à la défaillance respiratoire et à la défaillance cardiogénique combinée. Mais on peut attendre d'une ECMO VV qu'elle améliore le VD simplement en résolvant les problèmes d'échange gazeux. Ouais. Après, bon, moi j'avais regardé sur les volumes et la RV-FAC. On avait fait un travail sur ça en fonction des débits de la VV. Et effectivement, il y a des variations de volume. Il s'adapte à cette surcharge en pression. Mais c'est pour ça que moi, j'avais la subtilité. Le cœur pulmonaire aigu et le choc cardiogénique sur cœur pulmonaire aigu. Je pense qu'il faut amener une subtilité. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ont un VD dilaté qui se maintiennent. Et il y en a qui sont vraiment instables. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et ceux qui, pour moi, sont instables, alors nous, on va les chercher à droite à gauche. Je préfère mettre une VA et alors en axillaire et assurer une certaine sécurité pour le patient, plutôt que de me retrouver dans une incertitude. Après, je pense qu'il y a des équipes plus expertes qui font plus que moi de VV et qui doivent plus en voir, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une adaptabilité par rapport à la pathologie, et le fait de mettre une VV va restaurer certains paramètres liés à cette augmentation de post-charge et à ce cœur pulmonaire aigu. Oui, tout à fait. Tout dépend du timing dans lequel on intervient. C'est vrai que parfois on est sollicité en UMAC pour ces malades-là, qu'il faut aller chercher. Les équipes disent non, là je ne peux plus le mettre sur le ventre, alors que peut-être ça peut les améliorer aussi sur l'hémodynamique, parce que là il est trop instable.
Et donc, le choix du moment où on va se dire, bon, ben là, effectivement, la VV va l'améliorer sur certains paramètres, ça permet de diminuer la ventilation, faire de la ventilation ultra protectrice d'un côté, et puis de l'autre côté, corriger, mettre de l'oxygène dans l'artère pulmonaire et baisser du CO2, c'est un puissant vasodilatateur, finalement, au niveau pulmonaire. Donc peut-être qu'effectivement, là, on va corriger. Mais parfois, on arrive à un stade où l'état de choc est trop avancé, effectivement, où là, on n'aura pas le choix, surtout si on est dans une condition d'UMAC, où là, effectivement, la priorité, ça va être de ramener le malade en vie, puis après, on va affiner, quoi, hein. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, Bernard ? Juste comme tu l'as dit, Pierre Grégoire, c'est super important quand on a un SDRA ventilé de se rappeler qu'il y a un organe à risque qui est le VD et que ça justifie une surveillance pluriquotidienne, du monitorage. On peut faire de l'ETO, on peut avoir une SWAN, ça reste une très bonne indication pour détecter. Et à mon avis, à l'écho, quand on voit le VD se dilater, c'est un signe d'alarme majeur. Antoine Villard-Baron et l'équipe de Jardin l'ont bien montré, l'équipe de Mondor aussi. Et donc, avant d'en arriver à la défaillance cardiaque droite extrême qui va nécessiter une assistance mécanique, il faut sûrement ajuster la ventilation, mettre le patient en DV, réfléchir à la perfusion du VD, comme tu l'as bien optimiser, je pense, il faut vraiment, et le VD, il faut réfléchir, quoi, parce que, après, il y a des gens qui me connaissent, mais cette espèce de truc là, diurétique, d'obus et NO, bon. Je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre la pathologie et quels sont les mécanismes impliqués sur le plan physiopathe, post-charge, inotropisme et pré-charge, et se dire qu'il est dilaté, soit c'est de la surcharge en volume, soit c'est une surcharge de post-charge. Et donc la pathologie que j'ai en post-op de chirurgie cardiaque, un VD dilaté, c'est peut-être pas la même chose qu'un VD dilaté, le cœur pulmonaire aigu sur un SDRA. Et réfléchir à ça et essayer d'optimiser ces paramètres. Dans le SDRA, la post-charge, finalement le DV est assez intéressant. Et puis ça se fait bien maintenant, suite à ce qu'on a vécu. La précharge, maintenant on a des outils pour l'évaluer. Voilà. Avant de dégainer, je pense, une ECMO et la ventilation. Bien comprendre qu'il y a SDRA, pas SDRA. Et s'il n'y a pas de SDRA, il ne faut pas s'embêter, il faut protéger le ventricule droit. S'il y a un SDRA, il faut le protéger en respectant un équilibre, comme tu l'as dit, Philippe, je pense, de délivrance en oxygène. C'est-à-dire vraiment trouver cette équipe, pas penser tout poumon en montant la PaO2 l'optimale, mais trouver un équilibre de délivrance en oxygène. Donc, c'est saturation, PaO2 et de débit maintenu. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va rester là-dessus, Pierre Grégoire. Merci. Merci à vous.